Et je vous donne n'importe quelle entrée, vous pouvez calculer la sortie. Il n'y a aucune difficulté mathématique propre à ce problème. Je vais vous dessiner une troisième situation qui pourrait être intéressante. Imaginez que c'est un système électrique, que ici je branche un microphone et que je parle dedans, à l'entrée. Parler, ça dépend de l'endroit où je vais parler, ça va faire ça. Comment vous faites pour calculer la sortie? Vous utilisez ça? Tout simplement, directement, l'équation qui est écrite ici, vous utilisez directement. Convolution. On connaît pas la forme analytique. Non, évidemment, tout ça, ça va faire numériquement. Numériquement, ça veut dire qu'évidemment, il faut échantillonner. Échantillonner dans le temps, ici l'intégrale devient une somme, vous pouvez faire des calculs. C'est parmi les exercices aussi faire une convolution. Ok? Pas de problème. Donc, quelle que soit l'entrée, à partir du moment où vous connaissez la fonction de transfert, un des éléments, soit vous connaissez la réponse impulsionnelle, soit vous connaissez la fonction de transfert, vous pouvez faire tous les calculs. Évidemment, suivant le contexte, vous allez utiliser, ici, vous allez utiliser la fonction de transfert, ici, vous allez utiliser la fonction de transfert parce que c'est quelque chose d'harmonique, périodique. Donc, vous utilisez donc la fonction de transfert. Alors, maintenant, je vais vous dessiner une deuxième, sur cet exemple, je vais appeler ça F1, G1, et je vais vous dessiner cette fois-ci F2 de T. F2 de T, regardez comment je vais faire. Je vais prendre F1 de T, sur lequel je rajoute quelque chose de plus. Donc F2 de T égale F1 de T plus quelque chose qui est exprès, j'ai dessiné. Quelque chose qui est haute fréquence. Alors, si vous avez un petit peu de culture électrique, ça on appelle un filtre passe-pas. Un filtre passe-pas, ça veut dire que lorsque la fréquence est basse, il est transmis. Lorsque la fréquence augmente de plus en plus, il va être atténué. Et si la fréquence est très, très haute, à la sortie, finalement, vous n'allez pas voir l'effet. Et donc, ce qui signifie que la sortie G2 de T va être pratiquement la même chose. Alors maintenant, j'espère que cet exemple va vous donner à réfléchir. C'est que si je vous donne la sortie, qui est soit G1, soit G2, parce que c'est la même chose en fait. Si je vous donne G de T, et je vous pose la question, qu'est-ce qu'il y avait à l'entrée? Mathématiquement, vous ne pouvez pas dire est-ce qu'il y avait F1 ou est-ce qu'il y avait... Et ça, exactement, ça m'en ramène à ce qu'on appelle un problème mal posé. Alors, ça aussi, ça ne veut pas dire que le problème est mal décrit, c'est un terme mathématique. Sur Hadamard, un mathématicien, a décrit, 1952 je crois, a défini, il a utilisé le mot problème inverse, bien posé et mal posé. Alors, d'après Hadamard, il a dit un problème est bien posé si trois conditions sont vérifiées. Si la solution au problème existe, si la solution au problème est unique, et si la solution au problème est stable. Un problème mathématique, évidemment, Hadamard c'est un mathématicien, dit un problème mathématique est dit bien posé, entre accoulades, entre guillemets, si le problème
a une solution si la solution est unique et si la solution est stable. Et en opposition, on dira un problème est mal posé si une des trois conditions, au moins une des trois conditions, n'est pas vérifiée. Et dans cet exemple que je viens de vous montrer, vous voyez que pour la même sortie, le problème direct est bien posé. Parce que pour n'importe quelle entrée, vous avez une seule solution. La solution existe, vous pouvez toujours calculer cette intégrale. Évidemment, à la condition que l'intégrale converge. Très souvent, en tout cas les problèmes directs, sont des problèmes bien posés, dans le sens où la solution existe, on peut le calculer, c'est unique, et en général est stable, si le système est stable. Mais tous les systèmes physiques, en général, sont stables, sauf des cas très, très extrêmes. Les oscillations, c'est la limite de l'STM. Maintenant, le problème inverse correspondant, vous voyez, si je vous donne maintenant GDT, et je vous demande quelle est donc l'entrée, vous voyez que mathématiquement, la condition donc de l'unicité n'est pas vérifiée, et donc on va dire que le problème est mal posé. Okay? Donc, la notion de bien posé et mal posé. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va formaliser cette notion de bien posé et mal posé, puisque finalement, entre l'entrée et la sortie, entre la grandeur inconnue et les grandeurs observées, on vient de vous montrer qu'il y a un opérateur. Et je vais ici dessiner l'espace des entrées, l'espace des sorties. L'espace des entrées, c'est grand F. L'espace des sorties, grand G. Et le lien entre G et F, c'est une application. Une application, ça veut dire que pour une entrée donnée, je peux calculer la sortie correspondante, F1, je peux calculer la sortie G. Et ici, c'est l'application H. Entre G et F, il y a un lien mathématique, c'est une application. Alors, on parle, si l'application est bijective, on va dire que le problème, en général, sera bien posé. Ça veut dire que si l'application est bijective, ça veut dire que pour un point ici, j'ai un point distinct ici, et donc dans ce cas, il n'y aura pas de difficulté particulière. Mais très souvent, exactement, la situation que je viens de décrire, c'est que pour deux entrées différentes, vous pouvez avoir une seule entrée, une seule sortie. Alors, si ça existe pour deux entrées différentes, il existe une seule sortie seulement, ça c'est condition de l'unicité. Pour l'opérateur inverse, l'unicité n'est pas assurée. Problème de l'existence. Imaginez que vous faites une mesure, et la mesure se trouve ici. En dehors donc de cette mesure, à cause de bruit, par exemple. Ça, c'est le problème, mais il n'existe pas. Le problème n'a pas de solution. Donc ça, c'est l'existence. Et finalement, considérez donc la troisième situation. Je vais prendre donc deux points ici, F1 et F2, qui ont d'images différentes, G1 et G2. Mais vous voyez comment j'ai dessiné. G1 et G2 sont très proches. Delta G, qui est G1 moins G2, sur G, en ordre. Delta G sous G est petit. Par contre, F1 et F2 sont éloignés. Delta F
Et ça, c'est exactement la difficulté associée à stabilité. Deux mesures très proches, vous faites deux fois l'expérience, pratiquement dans la même condition, vous avez une petite différence entre les deux, mais le résultat que vous allez trouver peut être très éloigné. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si vous répétez l'expérience 2 ou 3 fois, à chaque fois vous obtenez un résultat qui est très différent donc, du cas précédent. Et ça, c'est effectivement la notion de stabilité. Et si un problème, lorsque vous proposez une solution pour un problème, si la solution n'est pas stable, on va dire que votre solution finalement ne sert à rien parce que la condition de stabilité n'est pas vérifiée. Voilà donc quelques éléments. Alors, on peut rentrer beaucoup plus dans les détails. Dans les polycopiés que vous allez pouvoir trouver donc, sur ma page web, il y a beaucoup plus de détails sur la partie analyse fonctionnelle. Alors, par exemple, si vous prenez un ensemble des points tel que cet ensemble des points, tous les points qui se trouvent dans cet ensemble, se trouvent comme image le point 0, cet ensemble-là, on l'appelle le noyau de l'opérateur, cœur de l'opérateur, cœur de H, c'est l'ensemble des points F, tels que l'image HF est égale à 0. Si le noyau d'un opérateur ne contient qu'un point, qui est le point 0, dans ce cas, l'opérateur est bijectif, et dans ce cas, le problème est bien posé. Bon, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus sur la partie donc, analyse fonctionnelle? C'est ça. Si, donc une autre chose qui pourrait par la suite nous servir, puisque je suis dans la partie analyse fonctionnelle des opérateurs, c'est ce qu'on appelle maintenant opérateur adjoint. Opérateur adjoint, c'est un opérateur de G dans F, donc c'est dans le sens inverse. On le note en général H conjugué. H conjugué est l'opérateur adjoint de l'opérateur H, avec la propriété que je vais décrire ici. Oui, vas-y. Avec la propriété que je vais écrire ici, c'est que G avec HF, le produit scalaire, est égal à F avec H conjugué. On va voir tout à l'heure qu'on va pouvoir s'en servir donc, de cet opérateur adjoint dans l'obtention d'une inversion. C'est quoi, c'est l'intégrale? Non, produit scalaire, c'est la définition générale de produit scalaire. Si on est dans un espace vectoriel, c'est la somme, c'est l'intégrale de f multiplié par hf. C'est la définition générale donc, de produit scalaire entre deux fonctions ou entre deux vecteurs. Qu'est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur sa partie analyse fonctionnelle qui vont nous servir par la suite? Je pense que c'est bon. Si vous voulez, on va faire une petite pause. On va reprendre donc, pour la deuxième partie. Donc,